Se former sur la question du stalinisme pour les communistes, ça a plus qu'un simple intérêt historique. C'est une question en fait qui est revenue dans toutes les discussions de cette école. C'est une question qui revient systématiquement dans l'ensemble de notre travail. Dans le travail de recrutement, dans nos diffusions en manifestation, devant les facs, dans les discussions aussi avec nos proches, dans les discussions avec les gens qu'on essaie de convaincre de la justesse des idées du communisme. Alors même en fait qu'avec la crise du capitalisme, il y a des millions de gens qui se rapprochent des idées du communisme, il y a peu de gens qui, aujourd'hui encore, osent se réclamer du communisme. Et il y a même peu de gens, en général, qui osent s'intéresser concrètement aux idées du communisme, au programme du communisme, parce que le stalinisme, l'expérience de l'URSS et des régimes staliniens, agit comme un repoussoir pour ces gens. C'est ce qui fait par exemple que des jeunes honnêtes, des jeunes qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de rompre avec le capitalisme, ils vont plutôt se tourner vers l'anarchisme ou alors vers le réformisme, parce qu'ils ont peur du marxisme, parce qu'ils ont peur du bolchevisme, parce qu'ils ont peur que ça dégénère. Parce qu'ils ne comprennent pas à quel moment on est passé de la révolution au camp du goulag, à quel moment on est passé du renversement du tsar au procès de Moscou, comment on est passé de la démocratie ouvrière à l'état totalitaire, et comment on est passé de la planification de l'économie à l'effondrement économique. La révolution russe, dans son ensemble, elle apparaît pour ces gens comme une chose dangereuse. Et donc toutes les idées du communisme, les idées de Marx, les idées d'Engels, de Lénine, etc., ça se retrouve amalgamé avec l'expérience historique du régime de Staline. C'est donc notre devoir en tant que communisme de montrer non seulement la différence entre le stalinisme et les idées du communisme, parce que c'est des idées qui sont diamétralement opposées, mais notre devoir c'est aussi d'expliquer ce phénomène. Parce qu'en fait, il n'y a que le marxisme, il n'y a que la théorie marxiste qui permet de l'expliquer scientifiquement. Personne d'autre dans le monde n'arrive à expliquer de façon satisfaisante comment le régime le plus démocratique du monde, qui était le régime de la Russie et des Soviets, est devenu une des pires dictatures totalitaires. Personne ne sait dire pourquoi l'économie nationalisée et planifiée, qui a transformé la Russie d'un pays arriéré en la deuxième puissance de la planète, a fini par devenir inefficace et par s'effondrer. Face à cette contradiction, les historiens, les journalistes, les politiciens, ils s'en sortent généralement en cachant une partie de la vérité. Alors les défenseurs du capitalisme, ils refusent de voir les réussites de la révolution d'octobre. Ils nous expliquent que ça n'a pas marché, ça n'a jamais marché, c'était foutu dès le départ, et ils couvrent la révolution d'octobre d'une montagne de calomnies pour faire oublier que ça a été le plus grand moment de libération de l'histoire humaine. Ils essayent en fait, et ils y arrivent dans une certaine mesure, de jeter Lénine et les bolcheviks dans le même discrédit que Staline. Mais il y a aussi des gens qui, parfois honnêtement, essayent de défendre la révolution russe et par là se retrouvent à défendre le stalinisme. Et en fait, pour surmonter cette contradiction, ils vont tout simplement nier les échecs et les horreurs qui ont marqué l'histoire de l'URSS et des autres dictatures staliniennes. Ça non plus, c'est pas la position qu'on va adopter. Notre thèse à nous, c'est que la révolution russe, elle a dégénéré. On revendique l'héritage de la révolution d'octobre, mais on rejette l'héritage du régime stalinien. On considère que le stalinisme, ça représente une contre-révolution politique. Ça représente un immense pas en arrière par rapport à la révolution d'octobre. C'est l'équivalent, en fait, pour faire une analogie historique, pour la révolution russe, de ce qu'a été Napoléon pour la révolution française. Et d'ailleurs, c'est pas seulement une question de personnes. Il y a des gens qui essayent de résumer nos idées, les idées du trotskisme, en disant que Lénine était très gentil, mais Staline était très méchant. Et à partir du moment où Staline a pris le pouvoir, du coup, ça s'est mal passé parce que Staline était méchant. Les explications individuelles ne suffisent pas, en fait. Pour qu'un individu mauvais, comme Staline l'était très certainement, puisse prendre le pouvoir et puisse construire un régime totalitaire en URSS, il a fallu qu'il y soit porté par des forces sociales. En fait, c'est un processus social. Tout comme d'ailleurs des bons dirigeants comme Lénine, ils sont aussi portés au pouvoir par des processus sociaux. Staline, ce qu'on explique, c'est que c'était le représentant d'une couche privilégiée, ce qu'on appelle la bureaucratie, qui a progressivement pris le contrôle de l'appareil d'État en URSS sur fond d'épuisement de la révolution russe. Cette couche sociale, ce qu'on appelle une caste, la caste bureaucratique, elle a évincé les travailleurs russes du pouvoir qu'ils venaient de conquérir pendant la révolution. Et donc pour bien comprendre le stalinisme, il faut étudier le processus de dégénérescence de la révolution russe. Donc en octobre 1917, après 8 mois de révolution, les travailleurs russes, ils ont porté les communistes, le parti bolchevique, au pouvoir. C'était pas juste des élections où les bolcheviks sont venus remplacer une autre clique dirigeante à la tête de l'État en régnant sur une population passive, ce qui se passe quand on vote pour des nouveaux dirigeants dans la démocratie bourgeoise. Et c'était pas non plus un coup d'État, c'était pas une simple opération militaire, quoi qu'en disent les historiens bourgeois. Au cours de la Révolution, après la chute du tsar en février 1917, les ouvriers et les soldats russes s'étaient organisés dans des soviets, dans des conseils ouvriers, qui réunissaient les travailleurs d'un même quartier, d'une même zone, d'une même usine, etc. Et qui réunissaient les soldats d'une même caserne, qui réunissaient aussi les paysans d'une même région. C'était des organes extrêmement démocratiques, des organes de lutte, qui avaient été formés pour diriger la lutte. Là-dedans, les délégués, les élus dans les soviets,
Ils étaient élus, donc ils étaient révocables à tout moment, ce que ne sont pas nos représentants dans la démocratie bourgeoise aujourd'hui. Et surtout, ils n'avaient pas de privilèges particuliers qui les plaçaient au-dessus du reste de la population, comme en ont les dirigeants dans les régimes bourgeois. Ces soviets, c'était pas seulement des organes de discussion, ils remplissaient en fait de très nombreuses tâches d'administration, de très nombreuses tâches d'organisation à l'échelle locale. Et en plus, ils se réunissaient donc très régulièrement et on y débattait de toutes les grandes questions politiques du moment. C'est au sein donc de ces soviets, au sein de ces assemblées de lutte, que les bolcheviks, au fur et à mesure de l'année 1917, ils ont gagné la majorité. Ils ont fini en fait par gagner la majorité au cours du mois de l'automne 1917. Et donc c'est sur cette base qu'ils ont lancé l'insurrection en octobre, parce qu'ils étaient majoritaires parmi les travailleurs en lutte de Russie. Et en fait, ils ont donc remplacé à travers cette insurrection les restes du vieux parlement bourgeois qui avait été établi par le tsar, par le pouvoir des soviets. Le gouvernement qui était présidé par Lénine, il était responsable devant les soviets. Il avait été élu par les soviets et les soviets pouvaient à tout moment le renverser, le changer. Et les soviets constituaient le centre du pouvoir. La classe ouvrière était à la tête de l'État. C'était un État ouvrier, comme l'avait été la Commune de Paris brièvement en 1871. Alors j'ai pas le temps de développer de façon satisfaisante sur l'expérience des premières années du régime soviétique. Ce régime a été confronté à d'incroyables difficultés, mais dans ces incroyables difficultés, il a réussi à accomplir des miracles. En termes d'éducation, en termes de démocratie, en termes de maintien de la production dans des conditions économiques absolument effroyables, sur cette question des bolcheviks au pouvoir, on a un exposé récent sur notre chaîne YouTube que je vous invite à regarder, qui est assez riche, mais il faut donner quand même quelques éléments fondamentaux. En 1917, la Russie, c'était un pays qui était économiquement et culturellement arriéré. L'immense majorité de la population était illettrée, seuls 10% des gens savaient lire et écrire, et il y avait un très faible niveau d'infrastructure. Il y avait peu de trains, il y avait peu de routes, il y avait peu de centrales électriques, etc. Alors il y avait quelques immenses usines, des grands centres industriels, qui avaient été construits en fait avec des capitaux français, anglais, américains. Là on a une illustration de l'impérialisme dont on discutait hier. Mais c'était des sortes en fait d'îlots de modernité capitaliste dans un océan d'arriération féodale. Et en plus de ça, 3 ans de guerre mondiale depuis 1914, dans laquelle la Russie était engagée, avaient aggravé l'arriération, ravagé l'économie et épuisé physiquement la population. Les paysans, ils avaient quitté leur champ pour aller au front. Souvent, ils avaient été remplacés par leurs femmes qui devaient travailler 2 fois plus dur. Pareil dans les usines, où les conditions de travail avaient empiré à cause des exigences de la guerre. Et donc, sur ce terreau d'arriération et d'arriération aggravée, les bolcheviks, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont tenté de construire une nouvelle société, une société socialiste, dans laquelle progressivement, les travailleurs allaient diriger la production, produire pour eux-mêmes, et diriger en fait le pays à toutes les échelles. Mais déjà, il fallait qu'ils parviennent à arracher le pouvoir à l'ancienne classe dirigeante. Parce que c'est une chose de prendre les clés des ministères, de prendre les clés de la poste, des trains, de l'armée, des usines. Mais les officiers, les fonctionnaires privilégiés des grandes administrations, les ingénieurs des grandes entreprises, tous ces gens-là, ils ont commencé à se rebeller. Et il n'y avait personne de formé pour les remplacer à ce stade. Justement à cause de l'arriération, à cause de l'illettrisme, etc. Tout ce personnel dirigeant, en fait, c'était très difficile de le remplacer de façon immédiate. Et à tout moment, l'ancienne classe dirigeante est menacée de reprendre le pouvoir, de rétablir le capitalisme et d'instaurer une dictature sanglante pour mater définitivement le mouvement ouvrier, pour se venger des travailleurs qui avaient osé prendre le pouvoir. Et à partir de 1918, ces éléments hostiles au régime, ils ont commencé à recevoir de l'aide militaire de la part des grandes puissances impérialistes. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, ils ont envoyé des armes, ils ont envoyé des troupes pour aider à écraser le régime des soviets. Au total, on a 21 armées étrangères qui ont envahi la Russie et qui ont mené pendant 3 ans une guerre contre les travailleurs dans le but d'étouffer le bolchevisme au berceau. L'expression n'est pas de moi, elle est de Churchill, qui disait qu'il fallait étouffer le bolchevisme au berceau. C'est ce qu'on a appelé la guerre civile russe, même si en réalité c'était une guerre de classe internationale. On a un article dessus, d'ailleurs, dans le dernier numéro de notre revue théorique sur la guerre civile russe. C'est passionnant, je vous conseille de le lire. Et donc, de 1918 à 1921, la Russie soviétique, elle était dans la situation d'une citadelle assiégée. Elle était assaillie de toutes parts, elle était ruinée, elle était affamée. Pour vous dire à quel point la situation était dramatique, on a vu ressurgir en Russie au XXe siècle, au début du XXe siècle, le cannibalisme. Dans les campagnes, les gens étaient obligés de manger les gens qui venaient de mourir de faim, tellement il n'y avait juste plus rien à se mettre sous la dent. Et pourtant, même dans ces conditions, dans les conditions les plus effroyables, les bolcheviks ont tenté d'organiser, tant bien que mal, les conditions de la démocratie soviétique, de la démocratie ouvrière. Tous les ans, il y avait des congrès des soviets, en pleine guerre civile, pour débattre en fait de la politique du gouvernement, pour débattre des opérations militaires, pour débattre de comment on allait construire le socialisme. Les soviets, ils continuaient de se réunir et ils continuaient d'exercer, tant bien que mal, le pouvoir de la classe ouvrière.
Sauf qu'au fur et à mesure, les soviets se sont vidés. Parce que la misère, la guerre civile, l'épuisement de la population, ça a empêché d'assurer une véritable participation politique des travailleurs. Pour donner seulement un exemple, pendant la guerre, pour produire les armes et les vivres qui étaient nécessaires au front, alors que la journée de travail avait été ramenée par les bolcheviks par décret à 8 heures par jour, les ouvriers travaillaient volontairement jusqu'à 10 heures, 12 heures, voire 14 heures par jour pour assurer une production suffisante pour le front. Les camarades qui font des réunions de cellules toutes les semaines sauront que des fois, après une journée de travail de 8 heures, c'est difficile d'aller se réunir le soir et de rester concentré et d'animer la discussion politique, etc. Si vous venez de faire une journée de travail de 14 heures dans les conditions les plus effroyables, je vous dis pas à quel point c'est compliqué. On n'a pas le temps de faire une réunion de soviet de façon sérieuse après une journée comme ça. Et donc finalement, grâce à cette mobilisation extraordinaire des travailleurs de Russie, qui ont tout sacrifié dans la guerre civile, parce qu'ils venaient de conquérir la chose la plus immense qui soit, le pouvoir ouvrier, après cette mobilisation extraordinaire, les bolcheviks ont gagné la guerre civile. Sauf qu'ils ont gagné la guerre civile sur un pays ruiné, dévasté, où tout était à reconstruire. Beaucoup d'ouvriers, parmi les plus courageux, parmi les plus braves, parmi les communistes militants, beaucoup sont morts au combat. Ils étaient allés se sacrifier et ils se sont fait tuer par les armées blanches. Mais parmi ceux qui ne sont pas morts au combat, beaucoup étaient épuisés, affamés. Beaucoup sont retournés dans les campagnes pour essayer de survivre en cultivant un petit champ. Et donc sur fond de pénurie, l'État qui était censé être dirigé par les travailleurs, il a commencé à se hisser au-dessus des travailleurs. On a une couche de fonctionnaires privilégiés qui s'est détachée du reste de la population. C'était souvent d'anciens fonctionnaires tsaristes, les administrateurs dont je parlais tout à l'heure, des gens qui étaient éduqués, qui étaient capables du coup d'assurer des tâches de direction, mais qui étaient aussi attachés à leur petit pouvoir, à leurs petits privilèges. Et au final, vu que les bolcheviks avaient gagné la guerre civile, ils se sont résolus au nouveau régime, ils ont accepté, sauf qu'ils s'y sont résolus à condition de commencer à grignoter peu à peu le pouvoir, commencer à se l'accaparer. Dans son livre « La Révolution trahie », qui est un chef-d'œuvre essentiel pour comprendre le stalinisme, Trotsky fait une analogie pour expliquer le lien entre la misère généralisée et l'essor de la bureaucratie. Je cite. « Quand il y a assez de marchandises au magasin, les chalands, les clients, peuvent venir à tout moment. Quand il y a peu de marchandises, les acheteurs sont obligés de faire la queue à la porte. Sitôt que la queue devient très longue, la présence d'un agent de police s'impose pour le maintien de l'ordre. Tel est le point de départ de la bureaucratie soviétique. Elle sait à qui donner et qui doit patienter. » C'est-à-dire qu'en la pénurie, les privations et donc le rationnement, qui était inévitable, ont donné une importance disproportionnée à l'appareil d'État. Alors même que l'appareil d'État, et ça c'est ce qu'expliquait notamment Lénine dans son ouvrage sur l'État à la Révolution, c'est-à-dire toute forme de contrainte physique exercée sur la population, l'appareil d'État il était censé s'éteindre progressivement à la suite de la Révolution, du fait justement de l'appropriation du pouvoir par les travailleurs, du fait que l'État serait pour la première fois au service de l'immense majorité de la population. Sauf que ça, c'était possible dans les conditions justement d'une économie où chacun a à manger à sa faim. Au contraire, dans la situation de la Russie soviétique, arriérée, dévastée, détruite, c'était une vérité élémentaire, il était impossible de construire une société socialiste, c'est-à-dire une véritable démocratie des travailleurs, dans de telles conditions d'arriération. Le socialisme, ça suppose un haut niveau de productivité, ça suppose une réduction drastique du temps de travail, et ça suppose un certain niveau d'éducation. Ces conditions, de toute évidence, elles n'étaient pas réunies dans la Russie soviétique après la guerre civile. Et les bolcheviks, ils en étaient conscients. Ils n'imaginaient pas qu'ils allaient construire le socialisme sur un fond de misère généralisée. Ils ne pensaient pas construire le socialisme sur ces bases. Ils n'avaient pris le pouvoir en Russie que pour donner le coup d'envoi à une révolution socialiste mondiale. Il s'agissait de conquérir une position, de prendre un premier endroit, de montrer aux ouvriers du monde entier que la prise du pouvoir était possible, que la bourgeoisie n'était pas trop forte, que l'appareil d'État n'était pas trop puissant, qu'on pouvait prendre le pouvoir, qu'on pouvait l'arracher à la bourgeoisie. Ça donnait un exemple concret de révolution victorieuse. Il s'agissait ensuite, une fois que cet exemple était montré, d'encourager de toutes les forces possibles la révolution mondiale et d'attendre que la révolution à l'ouest, dans des pays plus riches, plus développés, vienne en aide aux travailleurs épuisés de Russie. Trotsky il avait cette formule assez jolie, il disait « Les frontières de l'URSS ne sont que les tranchées provisoires de la lutte des classes ». Ça donne une idée un peu de ce qu'était la perspective à l'origine de la révolution russe. Dans un discours de 1918 aux ouvriers de Pétrograd, il le formulait comme ça, je cite de nouveau. « Souvenez-vous, camarades, que nous sommes comme une ville sur une montagne, et que les ouvriers de tous les pays nous regardent et se demandent, en retenant leur souffle, si nous nous écroulerons ou non, si nous échouerons ou si nous tiendrons nos positions. Et nous, de notre côté, nous leur crions. Nous vous jurons que nous tiendrons nos positions, que nous n'échouerons pas, que nous resterons au pouvoir jusqu'à la fin. Mais vous, ouvriers de tous les pays, vous, frères, n'épuisez pas notre patience. Dépêchez-vous, arrêtez le massacre, renversez la bourgeoisie,
Prenez le pouvoir dans vos mains et alors nous transformerons le monde entier en République mondiale du travail. Et donc, pour construire cette République mondiale du travail, en 1919, les bolcheviks, ils ont fondé l'Internationale communiste. C'était donc une internationale, un parti mondial, pour réunir les forces de la révolution à l'échelle internationale, à l'échelle mondiale, pour donner une direction commune à la révolution mondiale. Et cette révolution mondiale que les bolcheviks espéraient, est-ce que c'était une utopie? Parce que c'est souvent un truc qu'on nous répond. Vous vous organisez à l'échelle internationale, etc., mais la révolution mondiale, ça n'est jamais arrivé. Mais en fait, la révolution mondiale, elle a éclaté après la révolution russe. En novembre 1918, un an après la révolution russe, les travailleurs d'Allemagne se sont soulevés. C'est d'ailleurs cette révolution, la révolution de novembre 1918, qui a mis fin à la Première Guerre mondiale. Non seulement ils se sont soulevés, non seulement ils ont renversé l'empereur, mais ils ont commencé à former des conseils ouvriers. L'équivalent des soviets en Russie, c'était les Räte en Allemagne, il y avait des conseils ouvriers. En 1919, les communistes ont pris le pouvoir en Hongrie. Et pareil, en Hongrie, ils ont essayé d'établir ce que les travailleurs de Russie avaient commencé à établir en Russie. En Italie, peu de temps après, il y a eu des grèves massives, des grèves insurrectionnelles, comme ça s'appelle. Des grèves avec occupation des usines par les ouvriers, et des grèves aussi avec occupation des terres par les paysans. On a eu des épisodes révolutionnaires en Autriche, en Écosse, en Finlande, en France, partout. Des mobilisations révolutionnaires ou pré-révolutionnaires. Mais tous ces épisodes révolutionnaires ont été vaincus. Ils ont été vaincus parce qu'ils ont été trahis par les partis traditionnels de la classe ouvrière, par les partis sociodémocrates, les partis réformistes, qui ont tout fait en fait pour laisser le pouvoir, pour rendre le pouvoir à la bourgeoisie. Dès lors que les travailleurs essayaient de pousser le pouvoir, ils disaient non, on ne veut pas, la bourgeoisie saura beaucoup mieux gérer la société. Et les jeunes partis communistes qui avaient été créés après la Révolution d'octobre, qui commençaient à s'organiser dans l'international communiste, ils étaient encore trop faibles, parce que quand ils venaient d'être fondés, leur direction était très inexpérimentée, et donc ils ont commis pas mal d'erreurs, parce qu'ils avaient du mal en fait, à toucher la classe ouvrière dans ces grandes masses. Alors pareil, on a beaucoup de matériel théorique sur cette question des révolutions dans les années 20. Elle a notamment été traitée en détail dans ce dernier numéro de notre revue théorique, qui parle de l'expérience des révolutions des années 20. On a aussi un exposé sur la révolution allemande, sur notre chaîne YouTube. Pareil, je vous conseille d'étudier ce sujet, c'est un des éléments les plus cruciaux en fait, de l'histoire du mouvement ouvrier. Et donc avec ces défaites à l'échelle mondiale, les défaites des révolutions des années 20, la révolution russe, elle s'est retrouvée isolée dans son arriération. Et donc les travailleurs de Russie qui avaient promis de tenir jusqu'à ce que la révolution mondiale les rejoigne, ils étaient forcés de tenir plus longtemps que prévu, en attendant une nouvelle vague révolutionnaire. Il y a eu un épisode notamment assez crucial en 1923. En 1923, les conditions étaient mûres en Allemagne pour une insurrection victorieuse. Le Parti communiste avait gagné de l'autorité, il y avait une fermentation révolutionnaire un peu partout dans la société, une nouvelle vague était possible. Et donc en URSS, les attentes étaient immenses, on ne parlait que de ça. Les rues de Moscou notamment, elles étaient recouvertes d'affiches qui incitaient les jeunes Russes à apprendre l'allemand pour se préparer à construire une fédération socialiste russo-allemande. Les attentes étaient à ce niveau-là. Les gens recommençaient à faire des sacrifices financiers, à travailler plus, etc. pour soutenir la future révolution allemande. Et cette insurrection a échoué. Alors la défaite de cette insurrection allemande, de ce qu'on a appelé l'Octobre allemand, qui a échoué en octobre 1923, ça a eu un effet dévastateur sur la conscience des masses russes. Et ça a renforcé la bureaucratie dans sa lutte contre la démocratie ouvrière. Cette lutte de la démocratie contre les éléments de démocratie ouvrière qui avaient été établis après la révolution d'octobre, elle s'est cristallisée d'abord dans l'appareil d'État, mais ensuite au sein même du parti bolchevique. Au sein même du parti bolchevique, Staline a commencé à émerger comme un représentant des intérêts de la bureaucratie. Lénine, il s'en rendait compte. Il se rendait compte du fait que la Russie soviétique était en train de se bureaucratiser, et il se rendait compte même qu'au sein du parti, il commençait à y avoir des problèmes. Il s'en est rendu compte à la fin de sa vie, mais il était gravement malade à ce moment-là, il avait fait plusieurs AVC, et il n'a pas pu mener la lutte jusqu'au bout. Il est mort en 1924, au moment où la bureaucratie émergeait au sein du parti bolchevique. Et donc la charge de mener la lutte contre la bureaucratie au sein du parti, elle est revenue à Trotsky, qui a continué de défendre les idées et de défendre les méthodes de la révolution contre une bureaucratie toujours plus insolente qui s'exprimait à travers la bouche de Staline. C'était en fait une lutte, non pas seulement une lutte entre personnes, comme c'est parfois résumé dans les manuels d'histoire, mais une lutte entre deux grandes forces sociales. Trotsky, dans la lutte, il s'appuyait sur la classe ouvrière, certes, mais il s'appuyait sur une classe ouvrière qui était épuisée, qui était démoralisée, qui ne savait plus en fait comment faire pour garder le pouvoir. Staline, de son côté, il s'appuyait sur la bureaucratie, et pour le coup sur une bureaucratie qui était toujours plus puissante et toujours plus confiante. Elle savait qu'elle avait le vent en poupe. Le débat, il s'est notamment exprimé en 1924, peu après la mort de Lénine, quand Staline, il a commencé à avancer la possibilité, la soi-disant théorie, qui consiste à construire le socialisme dans un seul pays. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, le socialisme resterait confiné
aux frontières de l'URSS, et il n'y avait plus besoin de la révolution mondiale. Ça, c'était la théorie de Staline. C'était un reniement complet des principes de la révolution russe. C'était un reniement complet des idées de Lénine, c'était déjà un reniement complet des idées de Marx. Mais c'était le souhait de la bureaucratie. Parce que la bureaucratie, qui avait acquis un petit pouvoir, des petits privilèges, qui avait finalement une situation qui s'était stabilisée, elle voulait pouvoir s'enrichir, elle voulait pouvoir profiter de la vie, sans passer de nouveau par des périodes de troubles, d'agitation, de privation, etc., qui sont impliquées par toutes les périodes révolutionnaires. Et donc Trotsky, il a vu cette tendance, il a vu son immense danger, il s'y est fortement opposé. Mais il luttait contre des forces qui étaient plus puissantes que lui, contre des forces sociales justement qui étaient inarrêtables à ce moment-là. Et donc il a été progressivement évincé de la direction du Parti communiste, jusqu'à être exclu du Parti communiste, puis à être exilé de l'URSS. Peu à peu, Staline il a établi un régime totalitaire. Le but de ce régime totalitaire, c'était de maintenir le pouvoir de la bureaucratie sur la société. C'était de défendre les privilèges de cette couche privilégiée et de protéger cette couche privilégiée de toute forme de critique et de toute limitation de ses privilèges. C'est pour ça, en fait, que le régime était aussi violent, aussi brutal en URSS. Parce qu'en fait, la bureaucratie passait son temps à voler la classe ouvrière, elle passait son temps à voler l'économie, à piller dans l'économie. Toute forme de critique risquait de détruire son pouvoir, et donc il fallait que toute critique soit supprimée. Staline, il est allé jusqu'à massacrer ses opposants au sein du parti, notamment lors des grands procès des années 1930. Au fur et à mesure que son pouvoir personnel se consolidait, il éliminait tous les vieux compagnons de Lénine, tous les fondateurs, tous les grands dirigeants du parti bolchevique. Au total, quand même, il a fait tuer 15 des 24 membres de ce qui était le comité central du parti bolchevique en 1917. Il a fait tuer des bolcheviks de premier plan, comme Zinoviev, Kamenev, Boukharine, mais aussi Trotsky. Il a fait assassiner Trotsky par un agent secret en 1940. Et donc, l'émergence du stalinisme, ça a été une véritable contre-révolution politique. Ça a été une profonde réaction contre la révolution d'octobre dans tous les domaines. Alors bien entendu, les droits démocratiques, la liberté de critique, je le disais, ont été supprimés. Mais ça s'est exprimé sur d'autres plans. Par exemple, les inégalités de salaire que les bolcheviks avaient tenté de limiter au strict minimum, elles sont reparties en flèche. L'URSS était extrêmement inégalitaire. Les femmes travailleuses, qui avaient connu une véritable libération, les femmes travailleuses dont les bolcheviks voulaient porter les conditions à égalité avec les hommes, elles ont été ramenées au rôle de mères et d'épouses obéissantes. Il fallait qu'elles fassent de bons petits-enfants communistes. Le droit à l'avortement, qui avait été accordé en 1920, premier pays du monde, l'URSS, a accordé le droit à l'avortement, a été supprimé. L'homosexualité, qui avait été légalisée en 1918, alors qu'elle était interdite dans le régime du tsar, a été de nouveau interdite. C'était, comme le rappelait Guillaume, considéré comme une perversion bourgeoise, fasciste. Pareil, les diverses nationalités qui faisaient partie de l'ancien empire russe, les Géorgiens, les Arméniens, les Ukrainiens, les Tatars, les Coréens, etc., ils avaient obtenu le droit à l'autodétermination pendant la Révolution. Eh bien, Staline, il est aussi revenu là-dessus. Il a imposé une nouvelle forme d'oppression nationale, et il est même allé jusqu'à déporter des populations entières, comme par exemple les Coréens qui vivaient dans la région du fleuve Amour, parce qu'il les suspectait d'être des agents de l'Empire japonais. Donc la dégénérescence bureaucratique de la Révolution russe, elle a eu des effets terribles en interne, mais elle a aussi eu des effets absolument dramatiques à l'échelle internationale. Puisque la bureaucratie soviétique ne voulait pas d'une nouvelle révolution, elle a commencé plus ou moins ouvertement à saboter les révolutions dans le monde entier. En fait, elle cherchait à vivre en bonne intelligence avec la bourgeoisie mondiale. Les bureaucrates du RSS, ils disaient aux dirigeants bourgeois mondiaux « Bon ok, on a eu la révolution chez nous, ça a été une petite secousse, ça vous a fait peur, nous aussi. Mais vous inquiétez pas, maintenant c'est bon, c'est sous contrôle et on ne viendra pas vous embêter chez vous. » D'autant que si une révolution socialiste l'emportait dans un autre pays et qu'elle parvenait à établir une véritable démocratie ouvrière donc sans bureaucratie, ça risquait de donner des idées aux travailleurs de Russie. Si la France devenait une république démocratique, par exemple, une république socialiste démocratique, les travailleurs de Russie, ils voudraient eux aussi avoir le régime de leurs camarades français. Et donc, l'internationale communiste qui avait été fondée pour diriger la révolution mondiale, c'est devenu le principal obstacle à la révolution mondiale. Staline a tout fait pour la réduire à un simple appendice, un simple appareil de la politique étrangère de la bureaucratie de l'URSS. Et donc les partis communistes ont été purgés de leurs meilleurs militants, de leurs meilleurs dirigeants, et la bureaucratie de Moscou a placé à leur tête des bureaucrates locaux qui avaient pour principale qualité d'être obéissants et d'accepter tous les zigzags, tous les changements de position. Par exemple, pendant la révolution chinoise de 1925-1927, dont on parle dans le journal de ce mois-ci, la bureaucratie soviétique, elle a conseillé au jeune parti communiste chinois de se soumettre au parti nationaliste bourgeois, qui était le Kuomintang. Plutôt que d'organiser la classe ouvrière chinoise de façon indépendante pour lutter à la fois contre les impérialistes étrangers et contre la bourgeoisie nationale, il s'agissait de se rallier derrière les nationalistes bourgeois. Ça a résulté en une terrible défaite pour les communistes chinois,
qui ont été massacrés par le Kuomintang, le parti avec lequel ils étaient censés s'allier. Pendant la Révolution espagnole, dans les années 30, le Parti communiste espagnol, qui prenait ses ordres directement à Moscou, il a été utilisé pour saboter la Révolution. Alors que les travailleurs d'Espagne aspiraient au socialisme, qui commençaient à gérer eux-mêmes leurs usines, à gérer eux-mêmes la production, etc., les bureaucrates staliniens leur disaient non, 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 là, nous, on lutte seulement pour la démocratie, pour la République, contre les armées de Franco. Le socialisme, on verra plus tard, mais alors vraiment plus tard. Et ils ne sont pas contentés simplement de dire ça aux travailleurs. Les gens qui militaient pour la révolution socialiste, que ce soit certains anarchistes qui se tournaient vers les idées du marxisme, que ce soit certains socialistes radicaux aussi qui se tournaient très à gauche, ils ont été purement massacrés par les dirigeants du Parti communiste espagnol. Il y a eu des massacres d'anarchistes, de socialistes, de marxistes, etc., dans la Révolution espagnole, par leur propre camp, par les dirigeants staliniens. Et donc cette trahison sanglante a directement conduit à la victoire de Franco dans la guerre civile espagnole et à l'établissement d'un régime fasciste en Espagne. En Allemagne aussi, le refus du Parti communiste allemand d'organiser sérieusement la prise du pouvoir par la classe ouvrière dans les années 30, ça joue un rôle central dans la victoire d'Hitler et dans l'établissement du régime nazi. Alors tous ces éléments-là sont des trahisons absolument éclatantes. Ça ne paraissait pas forcément de façon aussi évidente à l'époque. Parce que bien sûr, les partis staliniens, ils ne proclamaient pas ouvertement leur refus de faire la révolution. Ils ne disaient pas qu'ils étaient pour le pouvoir de la bourgeoisie à l'échelle mondiale, etc. Ils ont inventé en fait des théories pour justifier leur coexistence avec la bourgeoisie, notamment la soi-disant théorie des étapes. Ils disaient que dans les pays arriérés, ou dans les pays dominés par l'impérialisme, ou dans les pays avec une dictature, il ne fallait pas chercher tout de suite à construire le socialisme, mais il fallait d'abord permettre à la bourgeoisie nationale de prendre le pouvoir, d'établir une démocratie bourgeoise, de laisser développer le capitalisme, pour ensuite, dans un second temps, la renverser dans un futur très lointain. C'était en fait, c'est pas une idée originale, c'était déjà la théorie des réformistes russes, les mencheviks, que les mencheviks avaient développé avant la révolution russe, où ils disaient au début du XXe siècle que la révolution en Russie elle devait se contenter d'établir une démocratie bourgeoise, en ayant renversé le tsar, et qu'on verrait ensuite plus tard, dans très longtemps, pour le socialisme. Alors ce serait trop long de mentionner toutes les révolutions qui ont été trahies par les partis soi-disant communistes au cours du XXe siècle. Rien qu'en France, on peut citer les mobilisations révolutionnaires de 1936, de 1945, de 1968, mais on a des exemples en Indonésie, au Portugal, en Grèce, en Italie, au Chili, au Bangladesh et dans pas mal d'autres pays. En 1943, Staline il a dissous l'internationale communiste, sur simple décret. C'était la conséquence logique de la soi-disant théorie du socialisme dans un seul pays. Si le socialisme c'est seulement dans les frontières de l'URSS, pas besoin d'une direction mondiale pour la révolution mondiale. Et dans les pays où les partis soi-disant communistes ont réussi malgré tout à prendre le pouvoir, donc en Yougoslavie en 1945, en Chine en 1949, à Cuba en 1962, en Éthiopie en 1974, au Vietnam en 1975, dans tous ces pays-là, les partis communistes ou les partis dits communistes, ils ont mis en place des régimes de démocratie. Ils n'ont pas mis en place justement des régimes de démocratie ouvrière comme l'était la Russie de 1917. Ils ont mis en place des États totalitaires staliniens sur le modèle en fait de la Russie de 1936, de 1940, etc. Et c'était aussi évidemment le cas dans les pays qui ont été envahis par l'URSS pendant la Seconde Guerre mondiale. Dans toute l'Europe de l'Est où l'armée rouge a avancé, en fait, les staliniens mettaient en place des États staliniens, en Pologne, en Tchécoslovaquie, en Allemagne de l'Est, etc. Dès le départ, ces régimes étaient bureaucratiques et ils étaient terriblement déformés. Ils ont contribué à renforcer le discrédit des idées du communisme à l'échelle mondiale. Ça a nourri ce fameux argument de « non mais le communisme on a déjà essayé, et on a essayé dans plein d'endroits différents et à chaque fois ça a raté ». Pourquoi est-ce qu'à chaque fois ça a raté ? Parce qu'à chaque fois c'était fait selon des lignes staliniennes. Mais alors du coup si le stalinisme c'est une telle aberration, si ça contredit aussi violemment les principes fondamentaux du marxisme, pourquoi est-ce que ça a tenu ? Pourquoi est-ce que les staliniens ont dominé le mouvement ouvrier et ont dominé le mouvement révolutionnaire pendant l'intégralité quasiment du XXe siècle ? Eh bien parce que malgré leurs immenses déformations, les régimes staliniens qui avaient été établis, ça restait des États ouvriers. Même si la classe ouvrière, elle n'exerçait pas ou elle n'exerçait plus le pouvoir politique, elle demeurait propriétaire des moyens de production. Tous les grands leviers de l'économie dans ces États étaient nationalisés, et l'économie, elle était planifiée. C'est-à-dire que toute la richesse qui était produite par les entreprises, elle était centralisée par les institutions d'État qui décidaient de comment la répartir. Et donc pour la première fois dans l'histoire en URSS, on a eu une vaste économie industrielle où les décisions n'étaient pas prises par une galaxie de propriétaires individuels aux intérêts conflictuels qui se battaient dans le cadre du marché, mais par un organisme central, un organisme de planification. Et ça a eu des résultats absolument fantastiques, absolument fabuleux. Des résultats d'ailleurs dont les historiens bourgeois ne parlent pas trop, parce que c'est gênant comme vérité. Sauf qu'en fait, les résultats de l'économie soviétique, surtout dans ces premières années, ça a démontré la supériorité, ça a démontré de façon définitive la supériorité de l'économie planifiée sur l'économie de marché.
Dans les 10 premières années de la planification économique en URSS, le PIB a bondi de 65%. Je vous défie de trouver des exemples aussi frappants d'un bon développement économique. Entre 1917 et 1967, donc en l'espace de 50 ans, la Russie est passée de l'état d'un pays arriéré à l'état de deuxième puissance mondiale. Sur cette période, la production industrielle a été multipliée par 52. C'est-à-dire que la Russie, qui en 1917 représentait 3% de la production industrielle mondiale, en 1967, elle représentait 20%, un cinquième de l'industrie mondiale. L'espérance de vie a doublé. Les gens en 50 ans vivaient 2 fois plus que les gens de la génération précédente. Et la mortalité infantile a été divisée par 9. Ça, c'est des réussites absolument éclatantes qui montrent la supériorité de l'économie planifiée sur l'économie capitaliste, sur l'économie de marché. C'est ce qui montre en fait que l'économie socialiste, c'est bien le régime de l'avenir, c'est l'économie de l'avenir. Elle fonctionne mieux, elle est plus efficace que l'économie capitaliste. C'est ce qui a fait la puissance de l'URSS, et du coup c'est ce qui a fait la puissance des staliniens qui étaient au pouvoir en URSS. Ils s'appuyaient sur le modèle économique le plus avancé qui soit. La planification, elle a permis une immense production de richesses, qui a révolutionné la vie des masses. Je veux dire, en URSS, ils ont supprimé le chômage, ils ont donné un emploi à tout le monde. Même si les conditions de vie pouvaient être assez mauvaises, malgré tout, tout le monde avait un logement, tout le monde avait un minimum en fait pour survivre. Et puis ça assurait pour le coup aux bureaucrates dirigeants une vie luxueuse. La planification de l'économie, ça a aussi facilité l'innovation scientifique. Les soviétiques ont développé la technologie spatiale de façon assez fulgurante. Ça a été les premiers à envoyer un homme dans l'espace. Ils ont aussi fait d'immenses progrès dans le domaine médical. Il y avait énormément de gens qui étaient formés, énormément de médecins, énormément de scientifiques. Ils ont notamment inventé la correction chirurgicale de la myopie, ce qui est une invention plutôt utile. Et l'économie planifiée, c'est aussi une très grande efficacité militaire. C'est grâce à ça que l'armée soviétique, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a pu résister aux attaques d'Hitler, alors même que Hitler contrôlait les ressources, l'industrie, de l'intégralité quasiment de l'Europe. Hitler, il est venu envahir l'Union soviétique. L'Union soviétique, non seulement a résisté, mais elle a vaincu Hitler. Ils ont marché sur Berlin. Ils ont envahi toute l'Europe de l'Est. Pourquoi ? Bien déjà parce que les travailleurs de l'Union soviétique voulaient absolument défendre leur économie planifiée, mais aussi parce que l'économie planifiée, c'est extrêmement pratique. Si jamais les nazis s'approchent de votre ligne de front, qui menacent de prendre vos usines, vos centrales électriques, etc., qu'est-ce qu'ils ont fait les soviétiques ? Ils ont démantelé leurs usines et ils les ont reculées derrière la ligne de front. Ça n'est possible que dans le cadre d'une économie planifiée, en fait. L'économie planifiée a permis la victoire militaire de l'URSS dans la Seconde Guerre mondiale, et ce simple fait, en fait, le simple fait que ce soit en fait, les soviétiques qui aient fait tomber Hitler, que ce soit les soviétiques qui aient libéré les gens des camps de concentration, des camps d'extermination, que ce soit les soviétiques qui aient vaincu le nazisme, ça a énormément renforcé le prestige des soviétiques, et vu que c'était Staline qui était au pouvoir, ça a renforcé le prestige de Staline. C'est ce qui a fait que les partis communistes stalinisés dans le monde occidental, ils ont aussi eu un très grand succès après la guerre, ils gagnaient les élections en France, en Italie, etc. Et donc ça a remis en fait un jeton dans la machine. Après 1917, les gens se tournaient vers l'URSS parce que c'était là qu'il y avait eu la révolution. Après 1945, ils se tournaient encore vers l'URSS parce que c'était eux qui avaient vaincu les nazis. Et ça a assuré encore la longévité du stalinisme. C'était une mauvaise nouvelle pour le mouvement révolutionnaire parce que ça voulait dire que du coup, les principaux ennemis en fait, du mouvement ouvrier, qui étaient les staliniens, avaient regagné de l'autorité pour encore une assez longue période. Et donc je disais, la planification a permis un développement immense des forces productives dans les États staliniens. C'est ce qui explique par exemple que la Russie ou la Chine en soient arrivées là où elles sont aujourd'hui, alors que toutes les deux c'était des pays arriérés, très en retard sur l'Occident au début du XXe siècle. Mais les économies planifiées dans les États staliniens, elles avaient un immense talon d'Achille. C'est qu'il leur manquait la démocratie ouvrière. Et je dis pas ça d'un point de vue moral. La démocratie, la liberté de critique, la possibilité de choisir ses représentants, c'est pas seulement un supplément d'âme en matière de planification économique. C'est une nécessité vitale, une nécessité économique. C'est utile en fait, la démocratie. Parce qu'une poignée de bureaucrates dans un bureau, ils sont incapables, même s'ils ont la meilleure volonté du monde, même s'ils ont la plus grande intelligence qui soit, ils sont incapables de déterminer ce dont un pays de centaines de millions de personnes a besoin dans le détail. Trotsky l'expliquait déjà en 1932. Il disait « S'il existait un cerveau universel, un cerveau enregistrant en même temps tous les processus de la nature et de la société, mesurant la dynamique de leurs mouvements, prévoyant le résultat de leur action, un tel cerveau pourrait évidemment construire a priori un plan économique définitif sans aucune faute, en commençant par calculer les hectares de fourrage et en finissant par les boutons de gilet. Malheureusement pour nous, et malheureusement pour les économies planifiées staliniennes, personne ne dispose d'un tel cerveau universel. La direction de la commission de planification en URSS, elle n'avait évidemment pas un tel cerveau. Personne n'avait cette intelligence-là qui permettait de tout calculer dans les détails. Il aurait fallu corriger, en fait. Corriger les directions de planification, corriger les plans de planification par l'aiguillon de la critique, par des retours du terrain, par des retours de la base,
par la démocratie ouvrière pour faire fonctionner ça de façon efficace. Dans une économie de marché, dans une économie capitaliste, quand les méthodes de production sont inefficaces, quand une usine a de mauvaises machines, quand une méthode de production ne fonctionne pas, c'est éliminé par la concurrence. Si un produit est trop mauvais, qui se casse à la première utilisation, il ne se vend pas, ou il ne se vend plus. Et donc l'entreprise qui le produit, soit elle arrête de le produire, soit elle fait faillite, et elle est éliminée du coup par la concurrence, par le marché. Mais dans une économie planifiée qui n'a pas cette correction de la démocratie, il n'y a pas de moyen de contrôle, parce que justement il n'y a pas de concurrence. Et donc c'est pour ça qu'il y avait besoin de la participation directe de la classe ouvrière à la planification. Et donc dans les premiers temps de la construction économique en URSS, les cerveaux limités de la bureaucratie, parce que tout cerveau humain est limité, il suffisait pour faire de grands pas en avant. Ce que je disais tout à l'heure, et des grands pas en avant qui étaient incomparables avec tout ce qui s'est fait par ailleurs. Et donc les soviétiques, ils réussissaient à construire de grandes centrales électriques, à construire des routes, à construire des chemins de fer, à construire du matériau militaire, à construire des usines, etc. Alors dès cette époque-là, il y avait du gâchis à cause de l'absence de démocratie. Mais à cette époque-là, malgré tout, on continuait à produire plus, à développer l'économie, c'était toujours fabuleux, donc le gâchis finalement ne se voyait pas tant que ça, en tout cas c'était pas si gênant. C'est-à-dire que la bureaucratie était un frein au développement des forces productives, mais ça n'était qu'un frein relatif. Malgré tout, ça se développait, et ça se développait de façon fulgurante. Mais au fur et à mesure que l'économie s'est complexifiée, que ça n'a plus seulement été des tâches de rattrapage, de rattraper les grands pays capitalistes, mais de les dépasser, dès lors qu'il s'agissait plus seulement de produire des grandes usines, des grandes routes, des grands chemins de fer, mais des produits de consommation courante, des bonnes chaussures, des bons vêtements, de la bonne nourriture, etc., là, des produits de qualité pour les citoyens, ça devenait plus compliqué de pouvoir les produire correctement dans le détail. Et donc le rôle de la bureaucratie s'est transformé. La bureaucratie auparavant était un frein relatif, les choses se développaient malgré elle, elle est devenue un frein absolu. Les choses ne se développaient plus à cause d'elle. Et donc dès la deuxième moitié des années 60, l'économie soviétique est entrée en crise. La productivité a ralenti, et l'URSS n'est pas parvenue à rattraper le retard avec les grands pays capitalistes en matière de production de biens de consommation courante. Et même ce retard, il s'est accru. C'est-à-dire que pendant un temps, les conditions de vie en URSS et dans les grandes puissances capitalistes se ressemblaient. Au fur et à mesure, dans les années 60, l'écart se creusait. Je disais, la démocratie ouvrière, c'est nécessaire à l'économie planifiée. C'est l'oxygène de l'économie planifiée. Sans oxygène, un organisme, il dépérit. Sans démocratie, l'économie planifiée, elle dépérit elle aussi. L'URSS est rentrée en crise dans les années 60. Cette crise s'est continuée, elle s'est prolongée jusqu'à l'effondrement en 1991. Ça a été une crise terrible, l'effondrement de l'URSS, l'effondrement de l'économie planifiée en URSS. L'économie a été violemment privatisée. Il y a eu une hausse terrible du chômage, le développement de mafias, le développement de la drogue, de la prostitution à grande échelle. L'espérance de vie en URSS, en Russie, a reculé de 5 ans. Ça s'est jamais vu dans un autre pays en paix, une espérance de vie qui recule de 5 ans en l'espace de quelques années. De cet effondrement terrible, économique, social, moral, culturel, tout ce que vous voulez, il a fallu des décennies à la Russie pour se relever. Et c'est à peu près la même maladie qui a rongé l'économie planifiée chinoise. Les bureaucrates qui dirigeaient le Parti communiste chinois et qui donc dirigeaient l'économie planifiée chinoise, ils avaient l'expérience de l'URSS sous les yeux. Ils voyaient la crise de l'économie soviétique. Et c'était pas bête. La bureaucratie maoïste, en voyant que ça ne marchait pas, elle a choisi de diriger elle-même le rétablissement du capitalisme, pour que ça se fasse de façon plus indolore, pour éviter l'effondrement de l'économie planifiée. Et donc ils se sont auto-transformés en bourgeoisie. Alors ça a été des conséquences terribles pour la classe ouvrière chinoise, de la même manière, mais ça a pris des formes moins spectaculaires. Et donc en tout cas, voilà, ça prouve tout ça, qu'une économie planifiée, ça fonctionne mieux que le système capitaliste en soi, mais que si ça n'a pas de démocratie, au bout d'un moment, ça pose problème et ça s'effondre. Et Trotsky, il avait anticipé ce développement. Il avait anticipé ce développement dès le milieu des années 30, à un moment où personne ne s'imaginait que l'économie planifiée de Staline allait s'effondrer. Il expliquait dès les années 30 que le stalinisme, c'était un régime instable. C'était en fait une étape de transition entre le capitalisme et le socialisme, mais une étape de transition qui s'était arrêtée, qui s'était bloquée, qui n'allait pas plus loin vers le socialisme et qui avait même commencé à pourrir, à dégénérer. Et donc il voyait deux options pour les pays staliniens. Soit les contradictions de la planification bureaucratique allaient finir par miner le régime, par mener à son effondrement et au rétablissement du capitalisme dans la violence, au prix d'immenses souffrances pour les masses. C'est exactement ce qui s'est passé. Soit les travailleurs allaient se soulever et renverser la clique bureaucratique pour rétablir la démocratie ouvrière, et s'avancer vers le socialisme. Il aurait fallu donc compléter la révolution sociale qui avait été accomplie en 1917, qui avait permis de nationaliser les grands moyens de production et de porter la classe ouvrière à la tête de l'économie, par une révolution politique pour reprendre le pouvoir qui avait été arraché
à la classe ouvrière, pour lui redonner le contrôle sur son économie planifiée. Malheureusement, ça n'a pas été fait. Mais Trotsky, il a dédié sa vie à la victoire d'une telle révolution. Il pensait que la révolution politique en URSS, elle était inséparable de la victoire de la révolution socialiste dans les pays capitalistes. Et c'est sur cette base qu'il a regroupé les forces du véritable bolchevisme, du véritable marxisme, du véritable communisme, dans une nouvelle internationale, la 4e internationale, qui a été la tentative de redonner une direction mondiale à la classe ouvrière. Et c'est de là, en fait, que vient notre tendance. Alors cette 4e internationale, elle n'a pas réussi à décoller, elle a eu des problèmes internes, là pour le coup, ça sera un autre exposé, d'expliquer ensuite comment notre tendance est née dans le cadre du mouvement trotskiste international. Mais en tout cas, du coup, après la dégénérescence de la révolution russe, développer une analyse marxiste, scientifique du stalinisme et combattre le stalinisme en étant armé de cette analyse, c'était le point de départ nécessaire pour reconstruire un parti mondial de la révolution. Et en réalité, ça l'est encore aujourd'hui. Parce que certes, le stalinisme, ça n'est plus que l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, comme État ouvrier déformé, il n'y a plus que Cuba et la Corée du Nord qui jouent un rôle anecdotique à l'échelle mondiale. Et les partis staliniens, aujourd'hui, sont assez largement discrédités. Dans la plupart des pays où ils étaient les partis dominants de la classe ouvrière, ils ne pèsent plus grand-chose. Aujourd'hui, on explique que le PCF en France, c'est devenu une secte réformiste. C'est un petit parti qui, de fait, n'influence plus grand monde. Mais le stalinisme, l'expérience historique du stalinisme, les horreurs que ça a été, la déformation que ça a été, et surtout les espoirs déçus, en fait, de la révolution communiste, ça pèse encore sur la conscience de millions, sinon de milliards de personnes. Et ces gens-là ne se rendront pas compte de ce que sont véritablement les idées du communisme, dans quoi elles diffèrent du stalinisme, s'il n'y a pas un parti mondial pour leur expliquer en fait de quoi il s'agit, pour leur expliquer ce que c'est que le véritable programme révolutionnaire du communisme, le véritable programme des bolcheviks, de Lénine, de Trotsky, de Marx et Engels. C'est ce parti qu'on doit construire pour porter en fait partout dans le monde, là où des gens se posent des questions, là où des gens se disent « Non mais j'aimerais bien le communisme, mais on a essayé, moi j'aimerais bien le communisme, mais le stalinisme c'est dangereux. Si jamais on fait la révolution, derrière il y a une bureaucratie qui peut émerger, il peut y avoir des nouveaux dirigeants qui oppriment les masses, etc. » Ces gens-là, il faut qu'on arrive à armer notre programme, armer nos idées, qu'on leur dise « Voilà ce que c'est que le communisme, voilà ce que c'est que les idées de la révolution, voilà ce que c'est les idées de Lénine, les idées des bolcheviks. » C'est ça qu'on doit construire. Donc ça demande d'étudier ce qu'a été le stalinisme, scientifiquement, de l'étudier avec une méthode marxiste. Et c'est comme ça qu'on peut construire une véritable internationale qui pourra convaincre les masses de la nécessité du communisme et qui pourra terminer cette révolution qui a été tentée par nos camarades de Russie en 1917 et qui a échoué du fait de leur isolement, du fait de l'impréparation du mouvement communiste mondial. Je disais tout à l'heure que la révolution mondiale était possible dans les années 20 et qu'elle n'a été rendue impossible que parce que les partis communistes n'étaient pas suffisamment préparés. Là, camarades, la révolution n'a pas encore commencé. Tant mieux pour nous. Il est temps de préparer, de construire ce parti pour arriver fin prêt, tout fort, en fait, tout renforcé par les idées du marxisme, par l'expérience de plusieurs siècles maintenant de lutte des travailleurs, de lutte des exploités, pour construire ce parti international qui dirigera la révolution mondiale et qui permettra de terminer la tâche commencée en 1917.